Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 6. Je répète, le texte, c'est le chapitre 6 du roman Le dernier jour d'un condamné texte. Je lis le texte. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans raison pour mes yeux, pour unique distraction machinale, occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul, avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire? Moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde. Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi, à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je, n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà. Certes, la matière est riche et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière. De quoi user cette plume et tarir cet encrier? D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moi souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal, je mets de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aurait-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression
toujours croissante de douleur dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelques autres fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheurs à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés de cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. Non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire et pense sans doute que, pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont, publiées peut-être un jour. Ils arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié, les lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, dernières confidents d'un misérable, y auront-ils contribué, à moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés debout, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collés, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question de compréhension. Première question. Quel est le sentiment dominant exprimé dans ce passage? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé dans ce passage? La réponse. Le sentiment dominant est un mélange de désespoir et d'incertitude. Le narrateur enfermé est conscient dans sa condamnation, doute de l'utilité d'écrire. Question 2. Où le narrateur se retrouve-t-il et comment décrit-il son environnement? Question 2. Où le narrateur se trouve-t-il et comment décrit-il son environnement? La réponse. Le narrateur est pris entre quatre murailles de pierre nues et froides. Il décrit un environnement carcéral, sans liberté ni horizon, marqué par la solitude et l'obsession de la mort. Question 3. Quelle question fondamentale le narrateur se pose-t-il concernant son écriture? Question 3. Quelle question fondamentale le narrateur se pose-t-il concernant son écriture? La réponse. Il se demande s'il y a encore quelque chose de pertinent à écrire, étant donné sa situation désespérée. Est-ce que
Je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde. La question 4. Quel avenir imagine-t-il pour ses écrits après sa mort? Question 4. Quel avenir imagine-t-il pour ses écrits après sa mort? La réponse. Il imagine que ses écrits seront dispersés et détériorés, souillés de boue ou pourrir à la pluie. Cela souligne son pessimisme quant à l'impact de ses paroles. Question 5. Identifiez le thème principal abordé dans ce texte. Question 5. Identifiez le thème principal abordé dans ce texte. La réponse. Le thème principal est la condition du condamné à mort, confronté à la solitude, au doute et à la futilité de son existence. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Analysez l'emploi des figures de style. Dans le passage, relevez une figure de style et expliquez son effet. Question 1. Analysez l'emploi des figures de style dans le passage. Relevez une figure de style et expliquez son effet. La réponse. L'énumération sans liberté pour mes pas, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, accentue l'isolement et le manque de perspective du narrateur. Cela renforce l'effet d'enfermement et de désespoir. Question 2. Identifiez le registre de langue dominant dans ce texte et justifiez votre réponse. Question 2. Identifiez le registre de langue dominant dans ce texte et justifiez votre réponse. La réponse. Le registre de langue est soutenu. L'utilisation d'un vocabulaire recherché et de constructions syntaxiques complexes, pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, témoigne un niveau de langue élevé. Question 3. Quelle est la fonction de la question rhétorique? Mais quoi écrire dans le contexte du texte? Question 3. Quelle est la fonction de la question rhétorique? Mais quoi écrire dans le contexte du texte? La réponse. La question rhétorique exprime le désarroi du narrateur face à son impuissance et à l'absurdité de sa situation. Il souligne son manque d'inspiration et son sentiment d'inutilité. Question 4. Analysez l'image du carré blanchâtre que le Judas et ma porte découpe. Que symbolise-t-elle? Question 4. Analysez l'image du carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe. Que symbolise-t-elle? La réponse. Cette image symbolise l'enfermement et la monotonie de la vie carcérale. Le carré blanchâtre représente la seule ouverture vers le monde extérieur, mais aussi une forme de surveillance constante. Question 5. À moi qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ces morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Identifiez le type de proposition subordonnée et sa fonction dans la phrase. Question 5. À moi qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ces morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier,
Identifiez le type de proposition subordonnée et sa fonction dans la phrase. La réponse. Il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle d'hypothèse, introduite par à moins que, à moins que. Elle exprime une condition peu probable concernant le devenir des écrits du narrateur. La question 6. Réécrivez la phrase suivante au niveau de langue familier. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Question 6. Réécrivez la phrase suivante au niveau de langue familier. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? La réponse. Je me suis dit, vu que je peux écrire, pourquoi je me ferais pas ça? Question 7. Quel est l'effet produit par l'accumulation de termes négatifs? Sans liberté, sans horizon, plus rien à faire. Question 7. Quel est l'effet produit par l'accumulation de termes négatifs? Sans liberté, sans horizon, plus rien à faire. La réponse. L'accumulation de termes négatifs renforce l'impression de privation et de désespoir, soulignant l'état de dénuement du narrateur. Question 8. Expliquez comment le champ lexical de l'enfermement contribue à l'atmosphère générale du texte. Question 8. Expliquez comment le champ lexical de l'enfermement contribue à l'atmosphère générale du texte. La réponse. Le champ lexical de l'enfermement, muraille, cachot, prison, crée une atmosphère oppressante et suffocante, reflétant l'état psychologique du narrateur. Question 9. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte et expliquez son rôle. Question 9. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte et expliquez son rôle. La réponse. Le temps verbal dominant est le présent. Il est utilisé pour exprimer les pensées et les sensations du narrateur au moment de l'écriture, pendant son expérience plus immédiate et poignante. Question 10. Comment ce passage reflète-t-il les thèmes clés du dernier jour d'un condamné? Question 10. Comment ce passage reflète-t-il les thèmes clés du dernier jour d'un condamné? La réponse. Ce passage illustre la solitude, l'isolement et la déshumanisation du condamné à mort. Il met en lumière la réflexion sur la peine capitale et la condition humaine face à la mort. Production écrite. Le sujet. Je lis le sujet. La question de la peine de mort divise encore aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre son abolition? Je répète le sujet. La question de la peine de mort divise encore aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre son abolition? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de correction, conformité à la consigne, cohérence à l'argumentation, organisation du texte et la correction de la langue, et mise en page et ponctuation, et pertinence des exemples, la correction de la production écrite possible. La question de la peine de mort est l'un des débats les plus anciens et les plus passionnés de la société. Au cœur des systèmes judiciaires depuis des siècles, elle incarne
la tension entre la nécessité de punir les crimes graves et le respect fondamental de la vie humaine. La peine capitale, souvent perçue comme une forme ultime de justice, est aussi critiquée pour son caractère irréversible et le risque d'exécuter des innocents. Ainsi, la problématique centrale est de savoir si la société a le droit d'ôter la vie à un individu, même coupable d'un crime odieux. Dès lors, faut-il abolir ou maintenir la peine de mort? D'un côté, les partisans de la peine capitale mettent en avant son rôle de dissuasion. L'idée est que la peur de la mort pourrait empêcher certains criminels de passer à l'acte. De plus, il estime que la peine de mort est une justice rétribution pour les crimes les plus graves, offrant ainsi une forme de vengeance à la société et aux familles des victimes. Dans cette optique, la peine capitale est perçue comme un moyen de protéger la société en éliminant définitivement les individus les plus dangereux. D'un autre côté, les opposants à la peine de mort soulignent son caractère inhumain et cruel. Il argumente que la vie est un droit fondamental et que nul n'a le droit de l'enlever, pas même l'État. De plus, ils mettent en avant le risque d'erreurs judiciaires qui peuvent conduire à l'exécution d'innocents. Une erreur irréparable. Il insiste également sur le fait que la peine de mort n'est pas plus dissuasive que d'autres peines, comme la prison à vie, et qu'elle peut même alimenter un cycle de violence. En conclusion, bien que la peine de mort puisse apparaître comme une solution radicale pour lutter contre la criminalité, je suis convaincu qu'elle est contraire aux valeurs fondamentales d'une société civilisée. L'abolition de la peine de mort est un pas vers le progrès moral et la reconnaissance de la dignité humaine. Il est impératif de privilégier des alternatives plus humaines et plus efficaces, telles que la réhabilitation des criminels et la prévention du crime. La société doit se montrer capable de punir sans pour autant renoncer à ses principes et sombrer dans la barbarie. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.